Et donc, nous accueillons Anne Liéger et Alice Vallon, qui sont conservatrices restauratrices de sculpture, et Sylvain Dufaux, paléontologue. Ça marche? Ah oui, ça marche. Merci beaucoup Amélie et à l'INP pour votre invitation à parler aujourd'hui et vous présenter un retour d'expérience sur un sujet qui a été évoqué plusieurs fois ce matin, qui est la collaboration entre un paléontologue et des conservatrices restauratrices. La rencontre avec Sylvain s'est faite au moment d'un appel d'offres lancé par le Musée de l'Homme en 2015. Appel d'offres pour lequel j'avais constitué une équipe avec Alice Vallon ici présente et Marie Dumas. Et dans l'intitulé d'un des lots qui m'intéressait particulièrement, c'était fossiles et pyriteux. Et dans la liste des objets qu'on était susceptibles de traiter, il y avait des crânes Néandertal et Cro-Magnon. Et donc à ce moment-là, il m'a semblé évident que seules des conservatrices restauratrices toute seule ne pouvait pas répondre à cet appel d'offres parce qu'il y avait toute une dimension autre pour laquelle nous n'étions pas forcément formés. Et donc c'est là que j'ai fait appel à Sylvain Dufaux, grâce aussi à Amélie et à Anna de Torres, qui à l'époque travaillait au Muséum d'histoire naturelle de Toulouse. Dans ton micro. Et donc, on s'est rencontrés, vous étonnez pas de voir un objet qui est ni un fossile ni un naturalia, hein, il y a une raison. On s'est rencontrés en fait dans ce qui était la préparation du chantier de réouverture du Musée de l'Homme. Et il se trouve que pour organiser toute la restauration préalable des objets qui allaient donc rentrer dans l'exposition permanente, il y avait un espace de transition de travail qui avait été aménagé au Muséum, rue Buffon. Et donc, dans une pièce unique, vous aviez en gros tout ce qui allait être l'expo permanente, quoi. Donc, on était entouré de trésors absolus. Voilà, vous imaginez, je ne sais pas quelle est votre spécialité, mais vous prenez les 10 pièces les plus importantes au monde, il y en avait 5 dans la pièce, quoi. C'était hallucinant. Et bon, donc le Néandertal, il y avait la chapelle au sein, il y avait le pêche d'Azé, il y avait Cro-Magnon, enfin bon, voilà. Et il y avait cette petite Vénus, la Vénus de l'Espug. Et finalement, ça nous semblait être une anecdote qui illustre bien ce qu'on veut vous dire aujourd'hui sur des regards qui sont différents sur un objet, mais qui arrivent aux mêmes finalités. Quand on nous a présenté cette petite statuette, moi j'y ai vu le matériau, j'y ai vu l'ivoire. Je vois comment l'ivoire a été abîmé, comment il va... Bon, je vois le mammouth en fait. Et nous, quand on a vu, nous les restauratrices, quand on a vu cette petite statuette, on y a vu la main de l'homme, un objet qui a été sculpté à moins 28 000 avant Jésus-Christ. Et donc l'émotion, elle était au niveau de cette intervention humaine et pas forcément au premier plan du matériau et de l'éventuelle altération du matériau. Et ensuite, quand on en a parlé, on a échangé nos émotions au moment de la rencontre avec cette statuette. Et là où nous nous sommes retrouvés, c'est sur la fragilité de l'œuvre et sur les interventions de conservation-restauration à éventuellement mener. Donc finalement, deux regards, un qui vient par l'animal, un autre qui vient par l'homme, et la nécessité d'emboîter ces deux regards-là pour avoir une vision plus complète de l'objet et peut-être mieux le traiter. Voilà, et puis avoir une petite Vénus aussi, pour moi ça me paraissait, c'est une paresse de conférencier, mais ça me permet de vous envoyer tout de suite dans le passé. Parce que si on avait attaqué direct avec les Tangiens, le Paléocène et 150 millions d'années, ça me paraissait un peu abstrait. Là, peut-être c'est une première marche, on va y aller doucement. Là, on va commencer par moins 28 000. On ira voir tout à l'heure les contemporains, les créateurs de cette petite personne. Donc cette collaboration, elle se fait aussi en sachant quelles sont nos missions aux uns et aux autres. Donc la mission d'un conservateur-restaurateur, c'est de dresser un constat d'état de l'état de conservation de l'objet auquel il est confronté, de décrire et de répertorier les altérations de cet objet, de les mettre en relation avec l'histoire de la conservation de l'objet, si possible, si on a les informations si les conservateurs ou les responsables de collection ont les informations qui nous permettent de faire ces mises en relation.
ensuite de faire un diagnostic, puis de proposer un traitement de conservation-restauration, et ensuite de mettre en œuvre ce traitement de conservation-restauration. De mon côté, en fait, la première mission du préparateur, elle est différente, elle est de faire advenir de l'information, elle est de transformer un bloc de roche qui peut avoir une valeur ou une absence de valeur totalement autre à l'origine, et de vérifier s'il va contenir une information scientifique pertinente ou un objet de valeur muséographique. Voilà. Donc extraire un fossile de sa gangue avec comme facteur limitant, on a toujours l'envie d'aller plus loin dans la préparation, et puis évidemment au fur et à mesure qu'on avance dans la préparation, on fragilise l'objet. Donc nous, on est sur cet équilibre-là. Ensuite, le travail vraiment d'anatomie, c'est-à-dire restituer les continuités anatomiques, retrouver des assemblages justes, effectuer ces assemblages, effectuer des montages, donc si vous avez un individu composé de plusieurs pièces, et puis assurer la conservation à long terme des fossiles et des montages. Et nous, on a une approche un peu particulière du temps, et on travaille avec des objets qui nous dépassent amplement, qui sont déjà stabilisés, et finalement, à partir du moment où on prend en main, où on fait exister un fossile, on le transforme en un objet muséal, on le détruit à long terme. Tout ce qu'on veut faire, nous, c'est de ralentir au maximum cette destruction. Introduire l'échelle humaine sur des objets qui ont déjà 50 millions d'années, voilà. Donc, ça a une importance parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes approches techniques, ou en tout cas, on a pu avoir des approches beaucoup plus ciblées sur des matériaux ultra stables, sans se préoccuper forcément des mêmes choses que les conservateurs-restaurateurs. Donc, en fait, d'un point de vue technique, on a des ressemblances, mais il y a aussi des différences. Et en fait, nos champs techniques se recouvrent assez largement, mais aux deux extrémités du spectre de la vie, on va dire, d'un objet, eh bien, nos deux spécialités s'imposent. Quand l'objet est encore dans la roche, c'est typiquement paléontologique. Quand il a été sérieusement modifié par l'intervention humaine et qu'il faut reprendre ces interventions humaines, évidemment, on est sur le côté conservation-restauration. Point commun sur les techniques, ben, finalement, on a une même familiarité, j'allais dire, avec le monde minéral, avec le matériau, en tout cas pour mes collègues en spécialité sculpture. L'outillage, les gestes sont proches, et là je vous mets en fait deux interventions sur des fossiles. Vous avez à gauche un travail on voit très bien que le fossile est encore dans sa gangue, on intervient dessus avec une microsableuse. À droite, là c'est Anne qui est en train d'enlever un repeint, donc une intervention humaine sur un fossile avec la même microsableuse, mais évidemment pas du tout la même intention. Oui, donc le même type d'outils, mais parfois des utilisations d'outils un peu différentes en fonction de l'endroit où nous sommes dans le spectre qu'on vous a présenté tout à l'heure, soit en préparation, soit en conservation-restauration. Oui, techniquement, là, moi je travaille plutôt à 4 bars si je fais ça. Et nous, on est plutôt à 0,5 bars. Donc voilà, cette approche de début de vie, fin de vie, hein, de cycle de vie d'un fossile. On a quand même des différences techniques aussi, c'est-à-dire qu'en début, nous, on a des outils qui sont un peu plus brutaux, donc justement, voilà, l'utilisation haute pression, des outils d'extraction qui sont des outils mécaniques assez solides, et on a aussi des bains destructifs, des bains chimiques de destruction de la gangue, et sur lesquels on va avoir une destruction maîtrisée de la gangue, évidemment, pour s'arrêter à temps ou protéger le fossile au fur et à mesure qu'on le fait apparaître, quoi. Et pour la conservation-restauration, donc on vous indique des outils d'analyse chimique. Pardon. Dans lesquels nous sommes plutôt des forces de proposition, puisque des examens sous lumière UV, nous sommes tout à fait à même de les réaliser. En revanche, pour ce qui est spectrospectrie ou de masse ou autre, et tout type d'analyse, nous sommes là force de proposition auprès des responsables de collection pour aller plus loin dans la connaissance soit du substrat, soit dans la connaissance de l'évolution de l'état de conservation du spécimen sur lequel nous travaillons. Et nous avons donc en tant que conservateur-restaurateur toute une palette de solutions techniques d'assemblage, c'est-à-dire de collage, différents types de résines bien entendu, de stabilisation que ce soit par des matériaux chimiques ou par des interventions de structure. Alors, du coup, voilà le plan qu'on avait prévu. Vous montrer quelques exemples de travaux aux deux extrémités du spectre, donc 100% conservation-restauration sur une reprise d'une préparation historique antérieure et remise en état d'un spécimen. En début de cycle, deux aspects assez différents de mon boulot, soit de la préparation, vraiment, extraire un fossile de sa gangue, soit de la restitution anatomique sur un spécimen historique, donc qui a déjà été travaillé mais qui est terriblement incomplet. Comment est-ce qu'on fait pour anatomiquement compléter et le rendre muséographiquement plus intéressant?
Donc, dans un premier temps, une intervention de conservateur-restaurateur sur un ichthyosaure, l'ichthyosaure du musée d'histoire naturelle et d'ethnographie de Colmar, qui était un travail, la mandataire était Laure Cadeau, qui sera là cet après-midi, et qui avait contacté Solène Chatin, Romanella Bosso et moi-même en tant que restauratrice. Et en fait, dans un premier temps, il faut savoir que cette intervention avait été proposée par le Muséum d'histoire naturelle de Colmar à un préparateur de fossiles, et ils avaient présenté un dossier à la commission de restauration de la DRAC Alsace à l'époque. Et ce sont les conservateurs de la DRAC qui ont dit mais non, ce sont des conservateurs-restaurateurs qui doivent intervenir sur cet objet, d'autant qu'il a été largement transformé par des interventions postérieures que je vais vous montrer ici, dont essaye de suggérer que l'ichthyosaure, qui est un poisson à l'origine, et qui est là, est présenté dans un... Non, c'est pas un poisson. Un reptile marin, pardon, excusez-moi, je suis juste restauratrice. Donc, ce reptile marin qui, là, est présenté dans une espèce de truc vert. Est-ce que c'était de l'eau dans laquelle il évoluait ou plutôt des herbes? On avait un peu du mal à savoir. Et donc il y avait également des problèmes de stabilisation de l'ensemble de ce fossile, et particulièrement du substrat sur lequel il repose, qui est une roche schisteuse. Dans un premier temps, nous avons réalisé une étude, et ensuite nous avons commencé les opérations de conservation-restauration proprement dites. L'étude a permis de chiffrer tout ce travail de conservation-restauration. Donc vous avez là, dans la partie supérieure de l'écran, l'ichthyosaure débarrassé de tous les ajouts de plâtre, sauf, je ne sais pas si vous avez, il y a une flèche, sauf cette partie-là, qui en fait s'est avérée être une restitution et n'était pas un fossile. Dans la partie inférieure, vous voyez bien la quantité, donc vous avez la roche, le substrat rocheux, et tout ceci, donc à peu près 1 cm d'épaisseur, vous aviez une couche de plâtre qui enrobait l'ensemble du fossile, et vous voyez que cette peinture verte qui avait été posée pour simuler l'endroit où était ce reptile, c'est quoi, un ichthyosaure, était recouvert de peinture verte, et donc cette simulation avait été faite de manière peu précautionneuse. Donc vous avez ici les différentes étapes de la restauration, où on a éliminé donc les parties en plâtre. Vous avez ici aussi des traces de clous, enfin des trous qui permettaient de fixer l'ichthyosaure à son ancien montage. Et vous avez ici donc le même fragment débarrassé de la peinture et de tous les rajouts de plâtre qui avaient été faits. Et ici, toujours le même fragment, une fois qu'il avait été complètement nettoyé. Ensuite, comme le mode de présentation n'était plus adéquat, nous avons reposé et collé tous les fragments de l'ichthyosaure sur un panneau de nid d'abeille, blanc ici. Ensuite, l'ensemble a été, ce panneau blanc a été masqué par un bouchage, et l'ensemble a été encadré par un monteur. Donc là, toujours, on parlait de ces collaborations de ce matin. Donc là, nous avons fait appel à un sauteleur qui a fabriqué, qui était Marcel Molac, qui est aussi restaurateur de sculpture, mais qui a fabriqué ce cadre en aluminium pour que l'ichthyosaure soit à nouveau exposable dans les collections du musée de Colmar. Et vous avez juste ici un petit détail, et où là on a vraiment une intervention de conservateur-restaurateur, à savoir que cette partie-là qui était manquante, nous avons uniquement fait une petite retouche pour suggérer la continuité du fossile. Donc si jusqu'à cette étape-là,
on était uniquement sur des travaux de conservation restaurateur, peut-être qu'à ce moment-là, la présence d'un paléontologue aurait été un plus, mais c'est une intervention qui a été faite en 2009. Et à l'époque, nous nous sommes limités à cette intervention de restauration, de retouche sur l'ensemble de l'ichthyosaure du muséum. On bascule à l'autre bout du spectre. Vraiment. Alors, tout à l'heure, M. Pénicaud, vous listiez un peu les interventions possibles au croisement des usages et des contraintes. Il y avait nettoyage, rénovation, restauration, mais il n'y avait pas préparation, ça n'existe pas. Et on parlait aussi d'un trou dans la raquette, on y est vraiment en plein, c'est quelque chose qui n'est pas défini. À la fois le statut de fossile, il est hyper délicat à cibler d'un point de vue législatif, et puis alors là, sur ce qui est la préparation, ce spécimen, il a été trouvé il y a 30 ans, et il est resté bloqué en collection 30 ans au musée de Perpignan. Son historique, elle est un peu particulière. C'est un spécimen paléontologique, évidemment. C'est une tortue géante. C'est probablement l'espèce de tortue géante la plus géante connue dans toute l'histoire de l'évolution. C'est-à-dire que c'est un peu plus gros qu'une Galapagos. Et ce spécimen-là mesure 1,20 m, alors qu'on n'a que 6/8 de la carapace. Donc une fois qu'il sera complet, on est vraiment sur quelque chose de très, très, très massif. Le bloc pesait près de 300 kg. Il a été trouvé par des archéologues dans une fouille de surveillance. Il a été trouvé à la pelle mécanique. Vous voyez une petite encoche ici et 3 encoches qui sont éloignées de 30 cm à chaque fois. C'est le godet de la pelle qui a décapité la tortue. Et ce qui s'est produit, c'est que le muséum de Perpignan a été appelé en urgence. Et en fait, ils ont réussi à sauvegarder tout ce qui avait été arraché et qui était dans les déblais. C'était des fragments isolés. Ils ont pu être préparés. Ils ont sauvegardé ce qui était en coupe en faisant ce qu'il faut, c'est-à-dire un plâtre, une coque de protection. Seulement après, traiter un bloc comme celui-là, le musée n'était absolument pas équipé pour gérer ça. Et ensuite, l'objet étant rentré en collection, on rentrait dans cette zone qui peut le toucher. Voilà. Finalement, le conservateur en 2019, Alexandre Mille, a réussi à relancer les opérations et on a pu faire le dégagement de cet animal. Problème, au bout de 30 ans, plus personne ne savait comment l'animal est orienté dans le bloc. Donc c'est pour ça que je vous illustre ça. En fait, on commence à l'aveugle. La première chose, c'est poser une hypothèse d'orientation du fossile dans le bloc. Donc on ouvre le bloc comme on peut. Il avait une position d'équilibre, on ne pouvait pas le bouger. Donc j'ai ouvert la face supérieure. Et par chance, on aperçoit la carapace en coupe. Là, vous voyez ? Voilà, ouais, surligné en blanc évidemment, mais on voyait l'os de 2 cm d'épaisseur à peu près. Donc les étapes, c'est ça, orientation, ensuite allègement du bloc, parce que la masse même de roche, évidemment, amène des contraintes mécaniques énormes sur le fossile. Donc avant d'enlever la coque de plâtre qui maintient tout ça, il faut alléger ces tensions au maximum, enlever le plus de roche possible. Donc en fait, on procède à une fouille en place, c'est une fouille en laboratoire. Humidification, réhumidification du sédiment, en l'occurrence, c'est une marne et un sable qui voulaient bien se laisser traiter mécaniquement, manuellement. Donc application de compresse, éventuellement très légèrement acide pour déstabiliser un petit peu. Et puis à la main, on arrive à peu près 5 cm. Et donc vous voyez que ça creuse, on est à l'intérieur de la tortue. Quand on en est à ce stade-là, il se pose le problème de retourner le bloc alors qu'il reste encore bien 120 kg de gangue à l'extérieur. Donc, et en anticipant aussi les contraintes que va subir le spécimen quand on va le dégager par l'extérieur, il y a des chocs. Donc il lui faut un coussin d'amortissement qui va lui permettre qui va absorber ces chocs-là. Donc protection, double protection, triple protection à l'endroit où il y avait déjà de l'os qui affleurait, coussin en mousse polyuréthane, on ne va pas le garder longtemps. On le contraint pour faire une surface horizontale et on peut retourner le bloc. Même procédure ensuite, on allège toute la coque extérieure et vous voyez apparaître un petit peu la forme de l'animal. Là, il nous reste 1 cm de gangue à l'extérieur, jusqu'à 5 à l'extérieur. Il y a une différenciation qui s'est produite dans le processus de fossilisation entre la manière dont le sédiment s'est induré à l'extérieur et à l'extérieur. Je ne sais absolument pas pourquoi. Il y a des différences de dureté extraordinaires le long de ce spécimen. Habituellement, dans un même gisement, on arrive à trouver des constantes et on peut guider un dégagement en l'anticipant à peu près. Ici, ça n'a pas du tout été le cas. Et ça nous a posé problème parce que dans le cahier des charges, on avait travaillé sur un dégagement à l'acide.
donc des bains de traitement qui me permettaient de petit à petit d'enlever la gangue. Arrivé à ce stade, sur un fragment, j'ai réalisé des tests de dégagement acide. Et les tests qui avaient été faits sur des fragments de gangue au moment du cahier des charges avaient fonctionné. À proximité de la carapace, rien, ça ne marche pas. Ou disons que pour obtenir une réaction, il faut que je descende à des pH qui sont absolument incompatibles avec la préservation du spécimen. Donc c'est mort. Donc on passe en dégagement mécanique. Dégagement mécanique, ben là, oui, ça c'est un graveur pneumatique qui fonctionne avec un rythme assez lent, quoi, c'est 3 coups secondes. Ça me permet d'avancer, je détaille pas. Enfin bref, vous voyez la carapace qui se dégage. Ça c'est à peu près 120 heures de boulot pour réussir à faire le dernier centimètre extérieur là. Arrivé à ce stade-là, il faut la retourner. Elle est de plus en plus fragile. Donc là, il y a une coque en résine acrylique, fibre de verre qui est faite, qui va me permettre de retourner l'animal et d'aller travailler à l'intérieur. 80 heures à peu près pour la face interne. Voilà. In fine, le fait d'avoir mené toutes ces étapes de A à Z, ça me permet aussi d'avoir une lecture taphonomique de ce qui s'est produit. Il y a toute une série d'orientations de couches qui varient et de granulométrie à l'intérieur de la carapace. Ça me permet de reconstituer des angles qui ont évolué au fur et à mesure de l'histoire géologique de ce spécimen. Et j'ai trouvé notamment là, l'horizon 1. C'est un paléosol, c'est un horizon lustré rouge sur lequel on trouve des petites nodules calcaires qui montrent que des plantes se sont développées à un moment dans la carapace, là. Et donc ce paléosol était à peu près horizontal, et ça me permet de situer une hypothèse de basculement de la carapace. Et pour savoir si elle était dans ce sens-là, ou si on peut prendre la même horizontale, mais la carapace au-dessus, ce qui s'est produit, c'est que moi, au cours du dégagement, je n'ai trouvé aucun os détaché dans ma moitié gauche de carapace. Aucune vertèbre, aucun fémur, rien. Alors que dans les déblais qui correspondaient à la moitié droite, là, il y avait des os détachés, il y avait des vertèbres, il y avait un numérus, il y avait une scapula, etc. Donc, ces os étaient tombés, avaient glissé. Donc, forcément, la partie droite était plus basse que la partie gauche. Donc, j'ai l'angle et j'ai le sens. Voilà. Et juste une parenthèse, où même si là on est à l'extrémité du spectre pour l'intervention du paléontologue, vous avez quand même vu que les matériaux qui sont utilisés comme étant les résines acryliques ou les fibres de verre sont des matériaux qui sont également utilisés par les restaurateurs. Deuxième cas d'étude, là, j'ai essayé d'être super rapide. Le plésiosaure de Saint-Rémy-du-Val, fouille typique du 19e siècle, c'est-à-dire on ouvre une route, on trouve des fossiles et on sauve ce qu'on peut en 3 jours. Donc c'est une catastrophe. Le spécimen devait être complet, il devait être magnifique, et on a quand même toute la colonne vertébrale, ce qui est assez exceptionnel. Un numérus, un fémur, quelques côtes, vous voyez. Pour donner à ce spécimen sa vraie valeur, le rendre interprétable pour le grand public, le choix, c'est de le restituer. Pour le restituer, on prend le spécimen de référence pour cette période en Europe, c'est le plésiosaure de Tournemire, à Millau. Et ce qu'on va faire, avec l'aide du musée de Millau, c'est ouvrir la vitrine. C'est une vitrine sol, 6 panneaux de verre, voilà, c'est pas simple. On ouvre la vitrine, on scanne l'intégralité de ce squelette, je scanne aussi l'intégralité du squelette du mans, et je réalise la soustraction. Donc vous avez une mise à l'échelle, parce qu'évidemment, ils ne font pas la même taille, et ensuite une soustraction, donc en gris le spécimen du Mans, en violet le spécimen du Tournemire, en vert ce qu'il va me falloir imprimer pour compléter. On prévoit un jeu d'1,5 millimètre et ça va faire un emboîtement parfait sans avoir à le reprendre, et ça va être collé au paraloïde par la suite. Deuxième utilité de la méthode 3D, vous voyez qu'on scanne le crâne écrasé et plein de sédiments, et ça me permet de le restituer en volume, de redresser un petit peu l'occipital, de replacer des dents, de recreuser les fosses orbitaires. On peut aussi travailler la posture en amont, une fois qu'on a le squelette intégralement restitué. Voilà, impression 3D, assemblage et montage. Voilà ce que ça donne. Donc visible au musée du Mans maintenant. Bon, donc même si voilà, ça paraît être du coup 2 extrémités du spectre, et on peut se dire, donc quand on est extrémité 1, on fait appel à un préparateur, extrémité 2, on fait appel à des conservateurs restaurateurs, mais en réalité, c'est pas si simple. Et vous voyez qu'un fossile, au cours de sa vie, en fait, dès qu'il est sorti de la gangue, il devient un objet muséal. Il y a un continuum, j'accélère, un continuum là-dessus, qui fait
que, en réalité, ce qui se justifie la plupart du temps, c'est d'avoir une intervention mixte. Il y a très peu de cas où on va être à 100% l'un ou l'autre. Alors, il faudrait parler de la notion de naturalia et de la notion complexe de fossiles. Pas trop le temps de m'apesantir là-dessus. Simplement, un naturalia, c'est quand même ce qui est créé par la nature. D'habitude, vous avez un spécimen biologique ou un spécimen géologique. Là, c'est les deux. C'est-à-dire qu'il faut toujours garder en tête que ce sont des spécimens qui ont eu d'abord, je parle des fossiles biologiques, mais une histoire biologique, puis une mort, un enfouissement et une histoire géologique. Il nous faut traiter ces deux choses-là. Et ça a des conséquences, évidemment, en conservation, restauration. Donc, à part le cas où vous avez vraiment Titanochélon dans son bloc de roche, et où là, les choses sont claires, dès lors qu'un humain a posé la main sur un fossile, on est sur ce continuum. Et donc, qu'est-ce que ça donne ? Pourquoi je veux dire ça ? C'est parce que sinon, on a tendance à considérer l'objet comme un objet. Voilà. J'avais mis « ceci n'est pas un os », et ce n'est pas du tout un os. Même pas un ensemble d'os. Moi, oui, vous peut-être, vous voyez un crâne, mais si on confie ça donc à Alice ou aux collègues, eux, ils ne voient pas qu'un crâne. Alors là, je vous mets Cro-Magnon. Ah oui, c'est la femme de Cro-Magnon. Donc c'est voilà, un crâne exceptionnel. À droite, c'est la Ferracie, c'est pareil, c'est un Néandertal. Bon. Donc nous, on peut voir un crâne, et voilà ce que voit Alice, un puzzle. Donc ça, c'est l'objet que vous allez mettre en vitrine et que vous allez essayer de conserver. C'est ça qu'il faut avoir en tête, quoi. Mais c'est aussi l'objet où il y a déjà eu une intervention humaine, parce que pour répondre à la demande du Musée de l'Homme en 2016 et 2017, nous avons fait les constats d'état dont je vous parlais tout à l'heure, et donc nous avons pu répertorier l'ensemble des interventions qui avaient été faites sur ces crânes, et vous avez ici le crâne de l'enfant du Pech de Lazé. Vous voyez donc l'ensemble de la légende qui vous montre qu'il y a eu un nombre d'interventions assez importantes sur cet objet, dont les nôtres. Donc les planches suivantes, ce sont nos interventions, particulièrement la dernière, avec des retouches et des reprises de bouchage pour avoir une meilleure lisibilité de l'objet du crâne, du spécimen, avant qu'il ne soit présenté en vitrine au Musée de l'Homme. Et voilà les interventions que nous avions faites avec des reprises de bouchage. Et là, c'était aussi des interventions, des sensibilisations pour les gestionnaires de collection, pour les fragilités du spécimen, et donner des informations ensuite pour les sauteleurs pour qu'ils puissent présenter l'objet pour l'exposition en toute connaissance de cause et en évitant justement toutes les zones pointées en rose qui sont les zones de fragilité importantes. Donc toujours là pour parler de l'intervention de conservation-restauration sur ces crânes, vous voyez dans ces zones, donc dans ces zones-là, ce sont des bouchages qui sont des bouchages constitués en partie de cire et de carbonate de calcium qui sont en train de s'abîmer. C'est le vieillissement normal de ce type de matériaux. Et donc il y a un gros risque de perdre complètement les connexions entre les os de ces crânes néandertals ou Cro-Magnon. Même si nous, restaurateurs, nous sommes habitués à faire des collages et à prendre un plan de collage et on se dit « Ah ben voilà, là c'est bon, le plan de collage est bon, je peux coller », sur ces fossiles, il était impossible de se passer de la collaboration d'un paléontologue, puisque après, même si on a l'impression que le collage est bon, il y a toute une notion d'orientation des différents fragments, puisque le crâne est un assemblage osseux et n'est pas juste un objet qui s'est cassé et dont on peut retrouver les plans de cassure. Nous sommes également intervenus sur ces crânes parce qu'il y avait une demande de la part du Musée de l'Homme où vous voyez qu'on avait une perte de l'os, et cette perte de l'os était due à une résine qui avait été appliquée sur les fossiles et qui commençait à se
à s'abîmer, enfin à vieillir, et en vieillissant et en devenant cassante, elle entraînait avec elle une partie de l'os de surface et déplaquait, donc des informations particulièrement importantes sur ces objets. Toujours une intervention de restauration pure a priori, mais là aussi la présence de Sylvain a été indispensable pour que nous puissions remettre cette partie du maxillaire au bon endroit, grâce donc à de la fibre de verre, des bouchages avec du paraloïde et des microballons, ce que les conservateurs restaurateurs connaissent bien, mais l'angle de présentation du maxillaire, nous n'aurions pas été capables de le restituer de manière tout à fait exacte. Vous retrouvez ici le crâne de l'enfant du Pech de Lazé, donc un crâne d'époque néandertale. Et donc là, il y a eu toute une discussion, non seulement avec Sylvain, mais également avec les paléontologues du Musée de l'Homme, parce que dans un premier temps, l'ensemble du réseau veineux qui était marqué dans l'intérieur du crâne avait été surligné par un tracé oblique à un moment X de l'histoire de l'objet. Donc il a fallu l'éliminer, mais avant de l'éliminer, nous en avions parlé justement avec les conservateurs, avec les paléontologues du Musée de l'Homme. Et donc ce crâne nécessitait aussi, en raison de la fragilité des bouchages, donc mélange de cire, carbonate de calcium, il fallait une consolidation à l'intérieur du crâne avec un intissé polyester collé sur la face interne du crâne. Mais là aussi, la discussion s'est faite entre nous et avec le personnel scientifique du Musée de l'Homme pour savoir où exactement on pouvait positionner cet intissé sans masquer des informations scientifiques particulièrement importantes. Ouais, juste un truc sur le tracé oblique. Ah oui. C'est typiquement le genre de choses qui n'avait pas du tout été anticipé au moment du cahier des charges. Parce que pour les scientifiques, la question ne se posait absolument pas. C'est une information scientifique. C'est un collègue qui a fait un relevé, c'est important. Ils n'avaient absolument pas pensé, enfin, ils n'avaient pas pensé non plus à savoir s'il fallait conserver ou pas les numéros d'inventaire, etc. Parce que cet aspect technique du boulot, est-ce qu'il fallait tourner autour ou les refaire? Et finalement, il y a vraiment eu une discussion et on a pu l'enlever, mais après en avoir fait un relevé, ça avait dû... Voilà. Oui, effectivement, au moment de l'aller voir pour la réponse au marché, on avait eu surtout des questions de conservation-restauration. Et c'est à partir du moment où nous avons commencé à intervenir que des paléontologues du Musée de l'Homme, Martin Fries et Antoine Bazzo, sont intervenus et là nous disaient « non, vous ne pouvez pas toucher ». Et donc nous, les restaurateurs, on avait un cahier des charges auquel on avait répondu, des interventions qu'on avait chiffrées, et on se retrouvait dans une absence de dialogue là, entre eux et nous, ou un dialogue difficile. Et c'est vrai que la présence de Sylvain nous a aussi permis d'amorcer de manière différente ce dialogue pour que l'on puisse intervenir et remplir et effectuer les devis que nous avions proposés et répondre à la demande du Musée de l'Homme pour l'exposition de ces crânes. Là, vous avez une des vues du crâne du Pech de Lazé, donc de l'enfant néandertal après traitement. Et là, vous retrouvez donc le crâne féminin de Cro-Magnon 2, où on a eu la même chose, à savoir que l'intérieur du crâne et des vaisseaux avaient été colorés au bic, et donc nous l'avons éliminé là aussi pour des raisons de conservation. Et vous avez ici donc l'autre souci qu'on a eu ensuite sur Cro-Magnon 2 dans un deuxième temps a été que suite à un choc, un des fragments du crâne s'est cassé, est tombé. Et donc là aussi, les problématiques de collage n'étaient pas seulement des problématiques de jonction de plans de cassure, mais étaient une problématique d'orientation du fragment de l'os sur le crâne lui-même. Donc là aussi, la collaboration a été évidente et indispensable. Et donc après, il y a eu un autre problème parce qu'il s'est aussi cassé avec des interventions antérieures. Vous avez ici, dans le crâne,
un petit goujon en fer et qui a lui aussi induit une fragilité dans l'objet. Et donc, fragilité, là vous avez un autre fragment de ce crâne où les goujons étaient là, c'était des bâtons d'allumettes. Dans le nez, voilà. Et donc, nous avons soit enlevé ces bâtons d'allumettes et mis d'autres types de goujons, ou alors, pour un élément qui avait été restitué, anciennement, il y a eu un moulage de cet élément, un tirage de ce moulage, et il a été restitué ici avec une meilleure compréhension anatomique de cet élément. Donc là aussi, la collaboration était évidente et indispensable. Donc on a vraiment un niveau d'incertitude par moment quand on répond à ces appels d'offres sur des objets, enfin sur des spécimens de ce type, avec les conservateurs-restaurateurs qui ont une certaine formation, mais qui, à un certain degré, arrivent à ce que nous avons appelé une incertitude. Et donc, l'estimation du travail n'est pas forcément évidente. Oui, c'est ça, parce qu'on change de domaine d'expertise en arrivant sur la paléontologie. Donc, dans le cas des fossiles, donc ces deux problèmes, le langage des scientifiques n'est pas forcément celui des conservateurs-restaurateurs, donc risque d'ambiguïté, on va dire, au moment du cahier des charges, et ensuite la nécessité d'un travail en commun pendant le boulot, mais c'est un temps, et c'est un temps de mise à disposition à la fois des équipes scientifiques qui ne l'ont pas forcément anticipé, et puis pour les conservateurs-restaurateurs. Et puis ensuite, les conservateurs-restaurateurs n'ont pas les outils conceptuels pour déterminer l'éventuelle modification de valeur scientifique de l'objet, ce qu'on va découvrir et qui peut changer le statut. Et bon, on va conclure là-dessus avec deux exemples super rapides. Sur cette modification de valeur, c'est un ichthyosaure qu'on a traité au Muséum d'Orléans. Donc ça peut ressembler au premier cas, sauf que là, on est intervenu en équipe double. L'animal était quand même dans un super état, ça n'avait rien à voir. Mais ce qu'on a... Le fait d'intervenir sur ce spécimen, ça a effectivement modifié sa valeur paléontologique et sa valeur en tant que spécimen historique, en histoire des sciences. Valeur paléontologique, c'est ces petites traces-là, noires, qui sont très probablement de la matière organique. C'est possible d'avoir de la préservation de matière organique dans certains cas dans ce gisement. Donc ce sont les nageoires qu'on aperçoit. Normalement, ça a une nageoire caudale double, bifide, et l'ossification se fait juste dans la partie basse. Ici, a priori, on a la partie haute. Donc ça le change de statut. Et puis le deuxième, c'est la signature, pardon, tu voulais c'est la signature Bernard Hoff, 1894. Les ateliers Hoff, ces ateliers-là, c'est les premiers à avoir eu l'idée d'acheter une carrière et sortir des ichthyosaures. De ces ateliers sortent à peu près tous les ichthyosaures que vous voyez dans tous les musées du monde. Il y a un ichthyosaure, il est Hoff. Sauf que, officiellement, il a commencé à les vendre à partir des années 98-99. Ça, c'est probablement le premier à être sorti de ces ateliers. Et on a des écrits où il dit qu'il est en train de mettre au point la technique, et c'est daté de 93. Donc, voilà. Et on se demande comment ce spécimen est arrivé au Muséum d'Orléans. Voilà. Et je voulais juste rajouter que sur la diapositive de gauche, vous nous voyez, Alice et moi, travailler à enlever des repins ou des couches d'encrassement. Et les éléments organiques que vous a montré Sylvain, s'ils n'avaient pas été là, nous, on ne les aurait pas forcément compris. Donc là aussi, l'importance de la collaboration. Et puis, dernière chose, pour réouvrir sur cette problématique du cahier des charges qui sera traité cet après-midi, il y a des fois où cette incertitude en fait, est telle qu'il faut absolument des préétudes pour établir un cahier des charges non ambigu. Dans le cas de la restauration du mammouth de Durfort, il y a eu une première opération de sourcing du muséum qui s'est demandé s'il pouvait directement demander à des équipes de se constituer pour intervenir sur cette restauration. Et très clairement, après en aller voir, on leur a dit que c'était impossible de chiffrer le travail qu'il y avait sur cet animal sans une préétude conséquente, quoi. Et donc c'est une préétude une étude préalable, pardon, dans laquelle dont Camille Alambic a aussi fait partie. Et on a également demandé toujours ces histoires de collaboration à une restauratrice de mobilier, Delphine Lefebvre, de faire partie de l'équipe, ainsi que des sauteleurs et d'autres conservateurs-restaurateurs, juste pour avoir une vision globale et une approche multiple pour pouvoir proposer,
pour répondre, pour pouvoir proposer ensuite un cahier des charges pour la restauration de ce mammouth. Voilà. Donc là, on a in fine, on avait un rendu avec une analyse os par os, avec une échelle de risque, une estimation de masse, voilà, etc. Donc, pour conclure, peut-être, ce petit schéma, un état primaire, un état modifié. Finalement, la grille de lecture, quand vous rédigez un cahier des charges, à qui faire appel, c'est assez simple. Si vous n'avez aucune incertitude et que le fossile est dans la gangue, vous appelez un paléontologue. Si vous n'avez aucune incertitude et que le fossile est très modifié, vous appelez des conservateurs-restaurateurs. Plus votre degré d'incertitude monte et plus vous avez intérêt à appeler les deux et à réaliser une étude préalable. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Tout le monde a faim? Ah si, Laurence. Merci beaucoup pour cette présentation. Je trouvais ça passionnant, la collaboration avec les deux. Juste pour préciser, vous travaillez dans un musée ou non, vous êtes indépendant? Je suis indépendant. Et précisément dans cette zone grise législative où je ne suis pas autorisé à intervenir seul sur un spécimen qui est en collection de France, même si il est en limite. Voilà. Sauf donc exception, et à chaque fois c'est une négociation en commission. Et quand nous constituons une équipe pour répondre à un marché, c'est toujours un conservateur-restaurateur qui est mandataire de l'équipe. Et il est également, on nous a également, enfin, il y a des marchés auxquels nous n'avons pas pu répondre puisqu'on nous a dit qu'on ne voulait pas de paléontologue dans l'équipe. C'est pas bien. On va essayer de changer. Non, c'est pas bien. Oui. Merci. Juste une petite question de détail. Quand vous faites des restitutions en impression 3D, la résine, enfin, elles ont beaucoup évolué. Est-ce que vous savez de quelle résine il s'agit? C'est un sacré problème. Alors, il y a un souci là-dessus, parce que justement, les résines sont en évolution hyper rapide, et donc, les fabricants se réfugient derrière un secret industriel pour éviter absolument de nous dire ce qu'il y a là-dedans. Donc, les seules garanties sur lesquelles ils s'engagent un peu, c'est une durabilité, une résistance aux UV, voilà. Mais il n'y a rien de quantifié. Et voilà. Donc, du coup, sur la mise en œuvre, j'interface avec du paralloïde de façon à créer une barrière et quelque chose de tolérable entre les deux. Voilà. La résine choisie, c'est une résine qui sera durable d'après l'industriel. Ce que je voulais encore souligner, c'est dans la richesse de cette collaboration, c'est que, et même en préparant cette communication, c'est qu'on se rend compte pas toujours au niveau du vocabulaire, et donc ça nous permet aussi d'aller plus loin et à chacun de nous de préciser ce qu'on entend, alors que si je parlais juste à un conservateur-restaurateur, il comprendrait ce que je veux dire. Si Sylvain parlait juste à un paléontologue, il comprendrait. Mais comme nous, on n'a pas forcément le vocabulaire, on est aussi obligé de se rencontrer sur le vocabulaire, et que ça nous... Voilà, ça augmente aussi, pour moi, la qualité de notre intervention ensuite, et même ça nous permet une réflexion supplémentaire que nous n'aurions pas forcément si on était juste chacun de notre côté. Objet, spécimen, dextre, sénestre. Cristallisation, polymérisation, silicatisation, reminéralisation. Oui, Sylvain. J'avais aussi une remarque. Enfin, tout à l'heure, j'expliquais à quel point ça me tenait à cœur, en tous les cas, d'avoir développé, au moins dans l'état d'esprit, le fait qu'il n'y avait pas de dissociation réelle entre l'esprit dans lequel on pouvait travailler dans l'état de préparer, dans la préparation des spécimens, à plus d'enrichir les collections et de les valoriser. Et même si c'est des disciplines assez différentes, en fin de compte, l'intentionnalité est sensiblement la même. Et dans les cas qui ont été exposés, moi j'ai vu des choses qui s'apparentaient beaucoup plus à la préparation, puisqu'en fait on a un objet qui n'est pas dégagé, c'est-à-dire qu'en fait il n'est pas valorisable. Donc je ne sais même pas si on peut vraiment statuer sur son... voilà, donc il est dans le champ de la préparation en tant que tel, et pour autant il y a tout un ensemble de démarches qui sont enclenchées,
qui fait appel au champ de la préparation et de la restauration. Et quelque part, ça me fait dire que si vous n'avez pas dissocié les démarches, c'est bien qu'elles doivent fonctionner ensemble. Et à ce titre-là, j'aurais tendance à penser que tu devrais, ou que les préparateurs aussi, quelle que soit en fait leur discipline, devraient être très largement impliqués dans le champ de la restauration, conservation, restauration, et formés à ça, quels que soient les modes de préparation, dès lors qu'ils travaillent sur des collections d'histoire naturelle des musées de France. Et justement, peut-être que le souci qu'on avait aussi ce matin à évoquer, c'est le problème de la formation, de l'accès à la formation, parce qu'on est très peu, je pense, demandeurs, mais il y a vraiment un travail peut-être de fond à faire, et y compris auprès des commissions, pour sur ces aspects-là. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, et quelque part, ça m'interpelle aussi sur ça, et peut-être qu'il y a un travail de fond à faire sur diminuer les distances entre la préparation et la conservation-restauration. Je ne sais pas, si... Nous trois, on est tout à fait d'accord avec cette idée-là, ça c'est certain. Ouais. Je veux dire, je ne sais pas si vous êtes vraiment confronté à... Là, on ne voit pas de distance entre les deux, et on aurait très bien pu imaginer que le dégagement était fait uniquement par un paléontologue, un cadre de préparation classique, notamment sur la tortue. Hein, je pensais au dégagement de la tortue. Hein. Oui, ce qui a été le cas là sur un objet qui est encore vraiment dans sa gamme, mais qui a posé des difficultés. Alors que de mon point de vue, ça devrait aller de soi pour ce cas-là, quoi. Bon. Ouais. Pas de dernière question. Ok, donc on se retrouve à 14h pile pour le démarrage de l'après-midi. Pour les intervenants de ce matin et de cet après-midi, vous êtes cordialement invités, si vous le souhaitez, au restaurant administratif de l'INP, juste dans la galerie. Non, mais il ne veut pas qu'on les bouge, là, monsieur. 1, 2. Si, ça fonctionne. Chers collègues, on vous propose de redémarrer la session de cet après-midi. Juste avant de démarrer, une information sécurité. Vous l'avez peut-être entendu, mais il y a 3 PC qui ont été volés pendant la pause. Pendant la pause de ce matin. Donc on vous invite, et notamment pour la pause de cet après-midi, à les conserver sur vous. Voilà, pour l'instant, on n'a pas d'informations. Je crois qu'il y a des images qui seront recherchées sur les caméras, mais voilà, c'est 3 vols à déplorer, donc soyez prudents pour le reste de la journée. Et j'en profite, j'ai trouvé un petit porte-monnaie qui était plutôt par là, sous un fauteuil. Si la personne le recherche, le porte-monnaie est à la régie audiovisuelle en haut de la salle. Voilà. On vous propose donc une seconde table ronde cet après-midi dans la suite logique de la dernière intervention de la matinée, et qui préfigurait la question du dialogue entre les conservateurs-restaurateurs et les chargés de collection des institutions, que ce soit des muséums, des musées mixtes, des universités, etc. Et donc, pour mener cette table ronde, et puis aussi pour pouvoir répondre à des questions qu'on imagine très nombreuses dans la salle, quatre intervenants à mes côtés. Jacques Cuisin, alors heureusement qu'on t'a proposé de venir, parce que tu aurais eu les oreilles qui auraient sifflé jusqu'au Jardin des Plantes cet après-midi. Voilà, donc je te laisserai peut-être te présenter tout à l'heure, mais de la Direction Générale déléguée aux collections du Muséum National. Dominique Van de Castel, au niveau du département de restauration du C2RMF. Suzanne Robin, conseillère pour les musées de la DRAC Grand Est. Et Elodie Bobier, conservatrice-restauratrice dans la spécialité des objets ethnographiques, entre autres. Voilà, entre autres. Donc on fera un petit peu comme ce matin, c'est-à-dire une présentation par nos collègues d'une petite dizaine de minutes, et puis ensuite nous pourrons tous ensemble pouvoir interagir et poser les questions. Je te laisse la parole, Jacques. On va monter un micro. Merci Pierre-Antoine, merci de l'invitation et aux organisateurs étrices de cette journée. Donc Jacques Cuisin, effectivement, un certain nombre d'entre vous me connaissent ou m'ont connu sous les dehors de la conservation-restauration à une époque de taxidermie intense. Je suis depuis 4 ans, presque 5 maintenant, délégué à la conservation au Muséum National. C'est-à-dire que je m'occupe moins des ateliers, je m'occupe de toutes les collections de la maison, y compris celles pour lesquelles je n'avais pas forcément de spécialité.
dans les enjeux du dialogue et donc qu'impose la conservation, eh bien, je pense que c'est une fonction qui est effectivement complètement carrefour, parce que je suis tout seul pour animer cette délégation. Donc face à 68 millions de spécimens et un certain nombre d'intervenants, même en interne, c'est déjà assez intéressant comme exercice et comme pratique. Les enjeux du dialogue, alors j'avais dans un premier temps axé quelques réflexions sur cette notion de contrat pluriannuel, Pierre-Antoine, que tu m'avais susurré, non sans une certaine force. Bon, j'étais parti sur quelque chose qui n'existe pas chez nous, au Muséum national. Bon, pour replacer très rapidement, le Muséum national, bon, les collections, je ne les détaille pas. J'aurais dit simplement qu'on a une direction des collections, et donc avec une dimension de conservation depuis 2006. C'est-à-dire 210 ans après la création de la maison. Donc tout ça, c'est pour dire qu'effectivement, on est encore dans des cultures d'entreprise et des cultures de travail où le dialogue est présent, ça c'est clair, mais le dialogue sur la conservation, il n'est pas présent partout. Et en particulier, alors c'est à la fois facile et pas très facile de passer, on va dire, en deuxième partie. Ce qui est facile, c'est de recueillir et d'écouter ce qui s'est dit ce matin. Et en particulier, pour ce qui est de la rédaction du cahier des charges, c'est bien, mais il faut que ce soit quand même des gens qui connaissent un petit peu les choses, ou des gens qui sachent lire ensuite ce que les conservateurs-restaurateurs sont susceptibles de leur dire. Donc il y a, dans ce dialogue, on a parlé de formation également, je pense que tout le monde est à former. Bon, chez nous, c'est un petit peu plus manifeste. Ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à avoir une démarche véritable. Si Anne Nivard est encore là, eh bien, j'en suis désolé, mais la commission de restauration ne fonctionne toujours pas. On a chopé déjà 3 fois sur ça et sa constitution et ce mode de fonctionnement. Je ne désespère pas qu'en 2023, on puisse mettre ça véritablement en marche. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à avoir des dossiers en interne qui méritent véritablement ce passage en commission avec un avis extérieur. La conservation, oui, c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire de plusieurs, et c'est pas parce qu'on a X collections dans l'enceinte du Muséum national qu'on sait tout, bien sûr que non. Donc ça, c'est plutôt bien. Dans les enjeux du dialogue pour nous, c'est aussi de percevoir que la dimension, si je peux mettre des guillemets, universitaire, finalement, du muséum n'est pas forcément prédominante, et que la notion de patrimoine, qui est parfois en heurt avec cette dimension de recherche et de valorisation, eh bien là aussi, les termes du balancier commencent à se réduire, et ce qui permet le dialogue, justement. Mais c'est bien parce que ça permet aussi le dialogue avec d'autres universités, d'autres patrimoines, et que du coup, nous, on puisse continuer à apporter les réponses qui sont les nôtres. Alors, sur la rédaction des cahiers des charges, encore une fois, bon, la délégation à la conservation et restauration est là aussi comme ressource, mais doit s'adjoindre forcément des ressources en ce que j'appelle conservation scientifique. Véronique Rochon a été citée ce matin et elle représente le CRC, que l'on pourrait qualifier d'une dimension de conservation scientifique, que ce soit pour des études préalables ou des avis préalables également. Donc voilà le paysage qui se met en place, vous l'avez souligné ce matin, mais je pense avec une bonne cohésion. Et en tout cas une meilleure vision que ce qu'on a pu avoir il y a une quinzaine d'années. Merci Jacques. Je pense qu'il y aura, je l'imagine, des questions dans la seconde partie de cette table ronde. On peut enchaîner avec Dominique. Alors ne vous échangez pas les micros. J'ai eu des consignes très strictes. Et là ça marche, oui. Alors, on m'a demandé d'intervenir sur les cahiers des charges. Alors, je me présente un petit peu. Comme professionnelle, j'ai eu l'occasion d'en rédiger, notamment dans le domaine des sciences et techniques, pas
spécifiquement dans le domaine de l'histoire naturelle. Et aujourd'hui, je suis un peu de l'autre côté, au C2RMF depuis pas très longtemps. Et à cette place, en fait, je lis des cahiers des charges ou des devis. Et je voudrais vous livrer quelques réflexions, hein, mais sur justement la difficulté qui est parfois la nôtre à ce poste d'expert, ou en tout cas à ce poste qui relève du contrôle scientifique et technique, de comprendre parfois les enjeux des restaurations dans tous les domaines. Alors aujourd'hui, moi je suis en peinture, mais il existe un poste au C2RMF qui est à pourvoir en ce moment, qui est à la vacance pour les collections d'histoire naturelle et d'ethnographie. Alors ce poste n'attire pas les foules, et donc c'est une réflexion que je vous livre. Et pourtant, il y a sans doute fort à faire. Alors ce poste, il est rattaché au département archéologie, et il est, je dirais, commun avec l'ethnographie, parce qu'on l'a vu ce matin, les conservateurs restaurateurs qui sortent aujourd'hui, ils sont issus de deux spécialités majoritaires, semble-t-il, mais on a montré l'intérêt des équipes plus disciplinaires, la sculpture et puis les matériaux organiques. Alors voilà, je veux présenter un peu les acteurs d'un projet de restauration. Il me semble, enfin ça a été dit ce matin, et ça c'est pour faire pour vous présenter en fait le fait que dans les CSR, en conservation, restauration du patrimoine scientifique et naturel, sur 7 ans, on ne voit pas beaucoup de dossiers. Ça représente 3% des dossiers qui sont examinés, instruits. Alors je me suis posé un peu la question, et je pense que en fait, on l'a dit, hein, la conservation-restauration et compte tenu des masses, c'est aussi l'affaire des équipes en interne, des scientifiques, des taxidermistes, mais qui sont plus forcément très nombreux dans les institutions, des responsables de collection, des bénévoles. Donc le C2RMF, puisqu'il fait partie des CSR, il est structuré en 3 grands départements: recherche, conservation préventive, vous les connaissez sans doute mieux, parce que c'est Juliette Rémy qui est la responsable, et elle peut intervenir sur des projets de réserve, d'anoxie, de conservation préventive. Et dans le département restauration proprement parlé, donc ce poste en filière archéologie, ethnographie, PSTN. Bon, voilà, je ne vous rappelle pas forcément les missions du C2RMF, et voilà la petite part que représentent les dossiers PSTN qui nous sont communiqués. Et puis là, un autre tableau par région. Alors on est sur des chiffres tellement petits, en fait, que ça fait pas beaucoup sens. Donc je m'y attarderai pas plus que ça. Alors, pour être totalement transparent sur la manière dont ça se passe, là, je vous présente les critères, le formulaire qu'en tant qu'expert, on remplit à partir des formulaires que vous soumettez à la CSR, et qui comporte, à mon avis, 2 grands blocs importants. C'est le projet, pourquoi on a un projet de conservation, de restauration, et puis d'autre part, l'offre, la proposition. Donc peut-être je peux en revenir un peu là-dessus. Dans les dossiers qu'on reçoit, et je pense que c'est assez normal, mais parce que ça prend du temps, ils sont souvent, enfin, il arrive qu'ils soient pas suffisants pour qu'on comprenne ce qu'on veut faire, ce qui est à l'œuvre.
On ne sait pas si... Alors, je pense que la programmation pluriannuelle de restauration, ce n'est pas quelque chose qui est encore très, très développé. C'est-à-dire que je ne sais pas, mais vous me démentirez, il n'y a pas beaucoup de bilans sanitaires peut-être des collections. C'est des choses qu'on fait à l'occasion d'une rénovation, à l'occasion d'un déménagement. En revanche, on a beaucoup de dossiers un petit peu, je dirais, opportunistes, mais au bon sens du terme, dans le cadre d'expositions ou de prêts. Voilà, puis de création, rénovation de musées, voilà, il faut s'en féliciter. Donc voilà un petit peu, je vous le livre comme ça, le prisme très étroit par lequel on peut appréhender l'activité de conservation-restauration dans les muséums. Voilà, et donc... ce qui est intéressant, important aussi pour qu'on puisse comprendre le projet, c'est de bien préciser l'objectif qui est visé. Est-ce que c'est une étude préalable? Est-ce que ce sont des mesures, je dirais, préventives? Est-ce que ce sont des mesures d'urgence? Est-ce que c'est améliorer l'état de conservation et puis les objets ne vont pas rejoindre les galeries d'exposition permanentes? Ou est-ce que c'est améliorer l'état de présentation? Et là, les problématiques vont être un petit peu différentes. Donc, je trouve que cette grille, même si elle est très imparfaite, elle nous oblige un peu à tous les niveaux à se poser des questions sur les raisons qui motivent une intervention. Avant d'évoquer un tout petit peu les cahiers des charges, mais vous êtes plus spécialiste que moi, je ne vais pas vous l'apprendre. Il y a quelque chose qui me semble assez important, qui est souvent pas tellement, je dirais, développé. C'est le constat d'état, entre guillemets, que vous professionnels, vous pouvez faire. Et je dirais que nous, on appelle ça un petit peu le dossier du patient. Et dedans, on y met quelque chose qu'on oublie souvent, qui est quand est-ce que l'œuvre est rentrée dans les collections, voilà, elle a quel âge, elle est faite en quel matériau, comment est-ce que ça a été mis en œuvre, est-ce qu'on le sait, et quelles ont été les conditions de vie de l'objet dans le musée jusqu'à maintenant, et est-ce qu'on a des rapports d'intervention? Alors je pense que c'est peut-être un peu l'angle mort peut-être de certains muséums, c'est d'avoir, je dirais, entretenu très bien les collections, mais en interne sans avoir, je dirais, toujours les informations, la mémoire de ce qui s'est fait. Donc le but, je dirais, de ce dossier du patient, c'est quand même d'arriver à comprendre ce qu'on voit, les altérations, les risques et menaces, et puis de comprendre leurs causes, et puis d'assortir ça, parce que ça manque souvent dans les dossiers, d'imagerie ou de dossiers photographiques. Parce que le but de tout ça, c'est de donner au restaurateur, c'est aussi à lui de faire un constat d'état contradictoire, mais d'arriver à poser en fait un diagnostic. Voilà, et ensuite des propositions de traitement. Bon, alors je reprends un petit peu les points parce que c'était le sujet. Hein, c'est pas très très rigolo, mais ce qu'on voit aussi dans les CSR, dans les réponses, c'est que quelquefois la réponse n'est pas adaptée aux besoins parce que le besoin a pu être mal exprimé ou mal qualifié. Donc il faut avoir en tête effectivement de savoir qualifier l'opération. Est-ce que c'est une étude? Est-ce qu'on achète du matériel? Est-ce on fait de la conservation préventive ou de la conservation curative? Je pense que ce qui est important aussi, ça va un peu vite, mais c'est de solliciter ces équipes, les autres musées, le conseiller pour les musées. Voilà, je crois qu'il y a tout un préalable un peu à mettre en œuvre avant de rédiger son cahier des charges. Il faut essayer d'utiliser un vocabulaire précis et définir ses besoins, les collections, le contexte, on en a parlé, les objectifs. Et surtout, finalement, et ça c'est peut-être pas facile, mais les exemples ont montré que c'était tout à fait compris, les compétences attendues, tant sur le plan, je dirais, technique que scientifique, le lieu d'intervention, calendrier, les variantes, options.
Voilà. Et ce qui est important aussi, c'est de cadrer la réponse dans le mémoire technique. Alors c'est vrai que c'est un gros travail, et puis dans les prix. Mais ce qui arrive aussi, c'est qu'on ait des devis qui soient très laconiques, et parce qu'on n'a pas pris le soin dans le cahier des charges de demander justement qu'on attendait un constat d'état, un diagnostic et des propositions. C'est un petit peu, c'est un petit peu la base. Et donc, c'est pour sélectionner l'œuvre la mieux disante. Voilà, voir peut-être aussi, alors, quand on étudie des devis avant intervention que vous présentez en CSR, là aussi, ne pas oublier d'être pédagogique avec les membres de la CSR, parce que les collections d'histoire naturelle sont particulières, spécifiques, et je pense qu'il ne faut pas prendre mal les questions qui sont posées. Mais il faut veiller à les expliquer. Voilà, ou alors c'est des tout petits points de détail, hein, mais un CV, c'est aussi peut-être parfois des références, des expériences, parce que c'est vrai que si on nous présente un CV sans nous dire quels ont été les types d'intervention, la nature d'intervention, il est un petit peu difficile de savoir si le professionnel a déjà pris ce type d'intervention en charge. Voilà, j'ai fait le tour un petit peu de ce qu'on m'avait demandé. Voilà. Et puis je passe à la parole. Merci. Je te la passe pas. Merci Dominique. Merci Dominique pour ces rappels. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendrez bien. Je suis désolée, je n'ai plus de voix, mais ça a l'air de bien marcher grâce au micro. Donc moi, je vais plus précisément vous parler des CSR, justement, puisque, donc, comme vous l'avez compris, je suis conseillère pour les musées à la DRAC Grand Est. Je m'occupe plus précisément des musées lorrains. Donc les CSR, en fait, on les organise en DRAC pour les acquisitions et les restaurations. Ça, c'est lié au contrôle scientifique et technique de l'État sur les collections des musées de France. Donc c'est dans le Code du patrimoine. Et voilà, je vous ai remis un peu les références. Mais toute restauration d'un bien qui fait partie de la collection d'un musée de France doit passer dans une CSR. Et donc, pour savoir comment on organise les CSR et de qui elles sont constituées, on s'appuie sur les textes réglementaires, cette fois, donc décrets et circulaires que j'ai mis là, qui décrivent notamment comment elles sont composées, donc qui sont les membres des commissions. Ils chargent ensuite à chaque DRAC de recruter, si vous voulez, ces membres. Donc, je vous les ai inscrits là. Vous avez d'abord des membres représentants de l'État, donc le directeur régional des affaires culturelles, le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation, le conseiller pour ces musées, un responsable du service, le responsable du service des musées de France, et puis le responsable du C2RMF, qui sont à chaque fois représentés, hein, pas chaque CSR évidemment. Et puis, dans le cas des restaurations, vous avez aussi 3 professionnels ayant des qualifications requises pour exercer la responsabilité des activités scientifiques d'un musée de France. Donc, bien souvent, ce sont des responsables de collection, en fait. Et 2 personnalités choisies pour leurs compétences en matière de restauration et conservation préventive. Donc là, en l'occurrence, 2 conservateurs-restaurateurs. Donc ça, c'est voilà, la manière dont est composée une CSR restauration dans toutes les DRAC. Là, je vous ai mis quelques chiffres pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Parce qu'en fait, concrètement, on organise, en tout cas chez nous en Grand Est, cette année, c'était 4 CSR acquisition, 3 CSR restauration. L'an prochain, il y en aura 4. Donc ça fera 8 commissions en tout. On voit souvent que finalement, ce sont un peu les mêmes musées qui viennent. Je vous ai mis qu'il y en a 38 sur les 121 de notre grande région qui viennent en CSR. En tout cas, en 2021, c'était comme ça. Et pour vous montrer aussi que ça mobilise énormément de gens. Là, j'ai compté à peu près 135 personnes sur l'ensemble d'une année qui vont intervenir à différents stades des CSR, à la fois évidemment les musées et les conservateurs-restaurateurs qui travaillent sur les projets, mais aussi toutes les personnes qui travaillent un petit peu en amont ou qui peuvent être consultées en tant qu'experts aussi pour apporter des compléments aux différents dossiers. Alors,
Donc ça, ça c'est comment une CSR se passe. Donc très concrètement, je vais repartir sur ma diapo d'avant. Très concrètement, en fait, la CSR, c'est un moment où les membres vont se réunir à la DRAC et chaque musée va présenter son projet. Donc le but normalement d'une CSR, c'est d'accompagner les musées, donc de voir chaque projet un par un et puis d'essayer de voir avec le musée si tout a été pensé en amont, s'il n'y a pas des choses qui ont pu être oubliées. Évidemment, on vérifie que le conservateur-restaurateur qui a été choisi est bien une personne qui peut travailler sur des collections musées de France, etc. Généralement, le musée y a pensé, mais quand on n'est pas habitué, des fois, ça peut arriver que ce soit oublié. Donc c'est de l'accompagnement, de la pédagogie, et c'est normalement une instance bienveillante. Je vous le dis parce qu'après, en fait, vous allez voir qu'on va retravailler sur certaines choses parce que c'est pas forcément comme ça que c'est vécu par tout le monde. Et donc il y a deux choses qui sont en train de se passer en ce moment pour essayer de justement les faire évoluer. En fait, en 2019-2020, il y a eu des groupes de travail entre le service des musées de France et plus précisément le bureau de l'animation scientifique et des réseaux et les conseillers pour les musées d'autre part, puisqu'en fait on partait du constat que ça fait 20 ans que les CSR existent et en fait il serait peut-être temps de les faire évoluer sur certaines choses. Et donc, je vous livre là les principales conclusions auxquelles on était arrivé, que c'était quand même intéressant de penser à les faire évoluer, ces CSR, pour qu'elles deviennent encore plus des moments de formation, et on y revient, et d'accompagnement, notamment pour construire une politique de conservation sur le long terme dans les musées, pas simplement voir des dossiers au cas par cas. Et d'autre part, on voyait bien qu'il fallait à l'échelle nationale harmoniser à nouveau nos pratiques, puisqu'en fait, entre chaque DRAC, il y a maintenant des particularités qui peuvent exister. Donc on est arrivé à une première conclusion qui est qu'en 2022, 2 régions volontaires, Auvergne-Rhône-Alpes et puis Grand Est, ont testé une instruction en 2 temps des dossiers, c'est-à-dire qu'en fait, on voyait d'abord en pré-instruction l'ensemble des dossiers, donc toute la commission, mais sans les musées, pour juste se dire, est-ce qu'il y a des questions sur ce projet-là? S'il n'y en a pas, le musée pouvait avoir tout de suite un avis favorable de la commission et donc ne pas se déplacer en CSR ensuite. Si on avait des questions ou si c'était un musée qui n'avait pas forcément beaucoup l'habitude de venir en CSR ou si c'était un projet très emblématique ou sur des collections assez rares, on demandait au musée de venir à la CSR qui avait lieu, alors au début du test, c'était 1 semaine après, donc c'était très tendu au niveau des délais. Maintenant, il y aura 2 semaines entre cette préinstruction et la vraie CSR avec les musées. Le but étant que, dans l'intervalle, le musée a le temps d'interroger le conservateur-restaurateur avec lequel il travaille sur le projet. Puisqu'en fait, bien souvent, ça je vais y revenir un peu après, mais on s'est rendu compte aussi que nos CSR étaient devenus des moments d'échange très très techniques sur les produits utilisés, vraiment la méthode de restauration, et pas forcément sur le contexte qui est porté par le musée, pour le coup. Donc dans quel contexte est-ce que l'opération s'inscrit? Est-ce qu'il a déjà restauré ce type de collection? Ou pourquoi est-ce que, je ne sais pas, il revient tout le temps pour de l'anoxie? Enfin, vous voyez, des choses qui, là encore, vont dans le sens de faire de l'accompagnement sur du long terme et mener une politique un peu plus construite sur les collections. Voilà, donc le test a été assez probant puisque finalement, on s'est rendu compte que ça nous permettait d'avoir beaucoup plus de temps pendant les CSR pour parler avec les musées aussi de leurs autres projets, de leur contexte de travail et de mieux les conseiller. C'était moins abattage de dossiers, si vous voulez, parce que c'est quand même très chargé. Donc je pense qu'on va essayer de continuer dans cette voie-là, même si côté DRAC, ça nous ajoute pas mal de travail. Donc je pense qu'il va falloir aussi soit qu'on arrive à recruter plus de gens, soit qu'on s'organise autrement. Mais bon, en tout cas, pour les musées et les membres de la commission, c'était quand même assez probant. Et puis j'ai aperçu quelques collègues, donc s'ils ont envie de faire part de leur expérience en grand test, bien sûr, ils pourront. Et on a aussi mis en place un nouveau formulaire. Là aussi, le but, c'est d'avoir des retours sur ce formulaire. Il n'est pas très différent de celui qu'on utilisait avant, mais il y a des choses en plus. Et là aussi, c'est parce qu'en fait, c'est un petit peu ce que Dominique, tu as montré, c'est qu'il sert aussi de guide, finalement, pour les musées, c'est-à-dire essayer de vous faire penser en quoi est-ce que ça s'inscrit dans mon PSC, ou bien montrer que c'est parce que j'ai récollé ma collection que j'en viens à ce besoin de restaurer ce fonds en particulier. Donc il y a des petites choses en plus dans le formulaire qui effectivement avant n'existaient pas. Donc, ça, ce sont les 2 choses qu'on a mises en place le plus rapidement, on va dire. Ça, c'est un rapide petit schéma de ce que je viens de vous expliquer en fait sur comment est-ce que ça se passe
pour examiner un dossier maintenant, en tout cas en grand test. Et puis là, ce sont les autres choses qu'on a vu qu'il fallait qu'on fasse. Donc on est en train de mettre à jour le vade-mecum du cahier des charges du C2RMF. Il existe déjà, hein, mais il est pareil, il est un petit peu ancien maintenant. Donc on est en train de le revoir. Normalement, début de l'année prochaine, ça devrait peut-être être fini. Bon, on devait le faire pour l'année dernière, on n'a pas réussi. On attend aussi des retours sur notre nouveau formulaire. Donc là, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à nous dire quand il y a des rubriques qui pour vous ne fonctionnent pas ou posent question, parce que c'est comme ça qu'on peut l'améliorer. C'est pour vous qu'on fait ce formulaire aussi. Nous, ça nous facilite la tâche parce que c'est harmonisé. Et je pense que pour les C2R aussi, c'est plus facile d'avoir un seul type de formulaire rempli de la même manière par tous. Mais voilà, le but, c'est quand même qu'il vous serve à vous aussi. Il y a aussi en cours la création d'un annuaire des restaurateurs avec une habilitation aux reconnaissances professionnelles. Ça, c'est du coup chez Laurence que ça se passe. Et puis, on aimerait bien pouvoir disposer d'un bilan national annuel. Et il y a toute une réflexion sur la dématérialisation du processus. Voilà. Donc ça, ce sont les évolutions qu'on espère pour les prochaines années. Et je vous parle d'une dernière chose qui, là, est propre au Grand Est. C'est un autre projet qu'on mène en parallèle avec l'atelier numérique, qui en fait dépend du service du numérique au ministère. En fait, c'est un appel à projet auquel on a postulé, sur lequel on a été retenu. C'est assez récent parce qu'on n'est que la 2e promotion. Donc, voilà. Et donc, on a souhaité, nous, travailler sur les CSR et la manière dont on pouvait les améliorer. Donc, on a mené plusieurs entretiens avec pas mal d'usagers de CSR différents, pour essayer vraiment, c'est toujours la démarche de partir du besoin de l'usager. Donc là, l'usager, c'est le musée. Et puis, de manière un peu annexe, c'est le membre de la commission et la DRAC. Pour savoir, déjà, tout simplement, en fait, quelles sont les attentes de chacun vis-à-vis de la CSR, quelles tâches est-ce que chacun doit mener dans le cadre d'une CSR, très concrètement, et quelles étaient les difficultés rencontrées. Donc bon, je passe rapidement sur la méthode, mais voilà, on a recueilli pas mal de besoins différents. Pardon. Et on est arrivé à pas mal de conclusions qui, nous, n'étaient pas celles auxquelles on s'attendait, notamment sur le fait que finalement, beaucoup se questionnent sur à quoi sert une CSR et qu'est-ce qu'elle doit faire. Je pense que ma voix va durer jusqu'au bout, mais ça va m'aider à ne pas parler trop longtemps. Et le but, c'était aussi on a vraiment vu que finalement, la CSR, c'est un moment qui est ponctuel, ça on le sait, dans vos projets de restauration. C'est-à-dire que c'est un passage pour vous. Nous, on ne voit que ce moment-là, bien souvent, mais vous avez en amont identifié la collection à travailler, rédigé donc un cahier des charges, trouver un restaurateur adapté, choisi un projet parmi plusieurs propositions, généralement, et vous présentez ça à la CSR. Et ensuite, pour vous, ça continue. Évidemment, la restauration a lieu. Et ensuite, vous archivez un rapport de restauration, etc. Donc, du coup, on a vraiment envie maintenant de répondre à ces besoins-là, que je vous laisse lire comme des grands. Mais voilà, c'est ce qu'on va travailler cette année, avec comme volonté principale de faire en sorte que les CSR restauration soient des temps globaux, c'est-à-dire qu'on puisse aussi solliciter la DRAC, par exemple, avant la CSR, et puis aussi qu'il y ait un suivi après, pourquoi pas. En tout cas, que ça ne soit plus simplement un moment où le musée vient montrer un projet à un groupe de personnes, un peu vécu comme un grand oral, pas très agréable, alors qu'en fait, le but, c'est, je pense qu'en plus, notre commission est vraiment a envie d'accompagner et dans la bienveillance. Il n'y a pas de jugement sur, même quand il y a une erreur quelque part, on n'est pas là pour faire le gendarme auprès des musées, c'est vraiment pour aider à progresser. Donc c'est comme ça qu'il faut prendre ces commissions et j'espère qu'on va réussir à les faire évoluer pour qu'elles soient vraiment ressenties comme ça par tout le monde. Donc voilà ce qu'on va faire cette année, bien retravailler sur le périmètre des CSR, leurs ambitions, pourquoi elles sont censées être là. C'est dans le Code du patrimoine, mais je pense qu'il faut se le redire collectivement. Et il y a tout un travail aussi de test qui va être mené pour essayer de trouver une plateforme de candidature unique. Là, c'est plutôt sur l'aspect gestion des dossiers, mais que vous puissiez déposer vos dossiers quelque part, que la DRAC puisse les voir à cet endroit-là, les membres de la commission aussi, et qu'on puisse finalement suivre tous les projets sur une seule et même plateforme qu'on aurait en commun.
Ça va prendre plusieurs années, mais on peut tester des petits morceaux de ce chemin petit à petit. Voilà. Et donc pour terminer, c'est vrai que dans les commissions elles-mêmes, parmi les experts, il n'y a pas forcément toujours, et c'est même rare, de personnalités très au fait des collections d'histoire naturelle. Par contre, on a la possibilité, quand on le sait suffisamment en amont, d'essayer d'organiser la venue d'un expert en plus dans notre commission. Ça, c'est tout à fait possible. Et donc, je vous le dis parce que parfois, quand vous savez que dans une ou deux commissions, vous allez présenter un ensemble, je ne sais pas, de fossiles particuliers. Bon, effectivement, dans la commission, il n'y a pas d'expert du tout dans ce domaine-là. Donc, si vous voulez avoir un appui supplémentaire sur ce projet, dites-le à votre conseiller musée, parce qu'il peut éventuellement trouver, en s'appuyant sur le réseau des muséums, quelqu'un qui pourrait peut-être participer à la CSR pour ce dossier. Voilà. Bon, je crois que j'ai dit l'essentiel, mais vous aurez sûrement plein de questions. Tu nous invites à anticiper. Donc. Ah bah, bien sûr, vous faites déjà ça tout le temps dans les musées. Merci Suzanne. Dernière intervention, Elodie. Bonjour. En tout cas, merci pour tous ces éclaircissements sur vos différentes... voilà, parce que nous, on se posait beaucoup de questions sur justement les commissions et comment s'organiser les marchés. Donc, on a quelques réponses. Moi, la demande était la suivante, c'était savoir comment les conservateurs, restaurateurs s'organisaient lors d'un appel d'offres ou d'un marché public. Donc nous, en fait, à partir du moment où le marché est lancé, où on le voit, tout va aller très très vite parce qu'en général, on a un délai de 3 semaines pour répondre. Donc ça va être communication, montage d'équipe. Donc très rapidement, on va essayer de collaborer avec différents collègues ou spécialistes dans les domaines. Et donc ce montage d'équipe doit se faire donc rapidement, mais prend également du temps, contact par mail, des fois des délais d'attente de collègues. Et donc, voilà, c'est toujours des moments où il faut, parce qu'il y a plusieurs équipes qui se montent, donc il faut aller très très vite. Et voilà. Et sinon, mis à part ça, après se met en place, une fois qu'on a monté les équipes, là, on va mettre en place, nous, des outils pour qu'on puisse communiquer entre nous. Et on va se servir des plateformes comme Dropbox, etc. Et le but étant que chacun puisse apporter donc, ses compétences, ses connaissances et mutualiser les moyens. Et là, chacun va apporter son savoir-faire, mais en même temps, tout le monde ne peut pas travailler en même temps sur le marché. Donc souvent, ça va se répercuter sur une ou deux personnes. Et ce temps-là, en fait, est assez chronophage de regrouper toutes les informations, de bien lire le mémoire technique, le cahier des charges, pour ensuite réaliser un mémoire technique qui est de plus en plus souvent, il faut le détailler, prévoir toutes les opérations possibles qui pourraient être faites sur le spécimen, selon le cahier des charges, qui parfois peut être bien monté, mais ça dépend s'il y a eu des études préalables. S'il n'y a pas eu d'études préalables ou de constats d'état réalisés par des conservateurs restaurateurs, parfois on se retrouve avec des demandes qui sont assez floues, et donc nous on doit penser à tout, puisqu'on sait qu'ensuite nos dossiers ou nos devis vont peut-être passer en commission, donc il faut qu'on soit prêt à toute éventualité en justifiant parfois des protocoles que sans test, en fait, on ne sait pas si vraiment ça va pouvoir marcher, parce que la part des tests en amont d'une étude, dans le cas d'une étude, est très 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 importante. Donc voilà les différents problèmes que l'on a nous lors de la réponse des marchés publics. Les autres problèmes aussi, je parle beaucoup de problèmes parce que c'est vrai que nous on voit ça peut-être, pour ma part, souvent c'est assez contraignant et fastidieux et chronophage de répondre rapidement à ces marchés. C'est que toute cette candidature et le fait qu'une personne va être au mandatement, en fait, c'est souvent en amont de la réponse un temps qui n'est pas rémunéré non plus pour quelque chose où on n'est pas sûr ensuite d'avoir le marché. Donc c'est toujours, on met beaucoup d'espoir sans forcément avoir une récompense à la fin. Donc voilà. Et même une fois qu'on a eu le marché, le mandataire se retrouve encore à la fois être la personne qui
doit gérer, rétrocéder, organiser, planifier. Et cela, ça prend beaucoup de temps. Et parfois, dans les BPU, il n'y a pas ce temps en fait, de mandatement ou de gestion, de concertation, de réunion qui est forcément prévu. Donc, voilà. Et on m'avait posé aussi la question de savoir si, par rapport aux accords cadres, et c'est vrai que la solution des accords cadres peut être bien dans un sens où on peut avoir un suivi sur une collection, parce que souvent ça a une durée de 4 ans, donc ça peut permettre au musée d'étaler et d'avoir vraiment un suivi, une confiance et un rapport qui s'établit entre les différents acteurs. Mais le problème de l'accord cadre, c'est que ça ne fonctionne pas non plus forcément tout le temps, surtout dans le cas où ils sont pluriattributaires, parce que ça veut dire que au moment où on répond à cet accord cadre, donc il va y avoir le choix de une ou plusieurs équipes, et qu'ensuite on est encore remis en concurrence, qu'il faut encore se déplacer, faire les allers-voir et encore faire un montage de dossier avec un mémoire technique, et tout cela sans garantie en fait qu'on ait quelque chose à la fin. Donc ça peut être avantageux dans un cas de mono-attributaire, mais pas pluri-attributaire. Enfin voilà les petits... Enfin voilà, c'est un petit peu... Enfin je ne sais pas que je veux critiquer la manière dont c'est fait, c'est juste des petits problèmes où je pense qu'on pourrait peut-être améliorer et simplifier les choses pour que en fait, ça simplifie pour tout le monde, parce que je pense que chacun d'entre nous, on a nos problèmes au moment où on monte les dossiers pour les appels d'offres. Donc voilà ce que je peux dire. Ça nous permettra peut-être à tous de nous améliorer et de mieux comprendre les enjeux de chacun dans cette chaîne opératoire qu'on a un petit peu déroulée là, pendant cette table ronde. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions dans la salle. J'imagine qu'il y en a. Jacques, tu veux compléter ? Oui, je voudrais revenir très rapidement sur cette notion d'accord cadre, puisqu'effectivement, nous, on a tenté d'en établir, je repense à la rénovation du musée de l'Homme sur le site du Trocadéro. Alors moi, je n'étais pas encore un acteur confirmé, entre guillemets, dans ces démarches-là, en tout cas dans ces démarches administratives. Mais ce qu'il y a de clair, moi je m'en souviens comme de quelque chose qui a été découpé en 18 lots, avec des contours qui étaient éventuellement assez flous pour certains lots. Pourquoi ? Parce que finalement, oui, les collections, on n'avait pas forcément de spécialistes. Et là, je vais parler clairement en conservation, pas forcément en restauration. On n'avait que des spécialistes plutôt scientifiques, donc c'est bien pour dresser les contextes, mais c'est moins bien pour savoir où on doit aller, quoi. Bref, en tout cas, ça a fonctionné effectivement pendant 4 ans. Il a été question de le renouveler. Donc là, on a déjà senti qu'il y avait un petit peu moins d'enthousiasme, et puis ça s'est assez rapidement arrêté parce qu'il n'y avait simplement pas de financement. Donc il y a ça aussi, c'est que la masse, on a beaucoup parlé des coûts ce matin, parce qu'effectivement, on peut dire nos chères collections, ça dans tous les sens du terme. Mais plus on avance, et effectivement, plus les choses ont un coût, parce qu'on va utiliser également des matériaux, des produits de plus en plus qualitatifs, de plus en plus raffinés, avec des gestes qui sont aussi de plus en plus précis, et donc qui ont un temps et donc un coût. Donc voilà cette expérience en quelque sorte. Il y en a eu d'autres, je repense au musée des Confluences, où là j'ai simplement... j'ai été partie prenante pour la partie Naturalia justement, et là ça a été beaucoup plus fluide parce que les choses étaient probablement beaucoup mieux définies. Il n'y avait que beaucoup moins de l'eau. Donc voilà, là-dessus, je pense que les gros établissements ont également, je ne vais pas dire leur gamme à faire, mais oui, il faut apprendre aussi ce que j'essayais d'évoquer tout à l'heure en disant, pour ceux qui montent les cahiers des charges, faut pouvoir le faire, et lorsqu'on ne sait pas tout, pouvoir s'entourer éventuellement d'une assistance à maîtrise d'ouvrage, enfin que sais-je, dans le cas des grosses opérations. Moi j'ai une question en attendant, peut-être auprès de Suzanne. Quelle est la part des musées qui passent en pré-instruction par rapport à celles qui viennent vraiment en séance ? Alors c'est entre un dossier sur 3 et un sur 2.
qui restent. Donc en fait, on a quasiment divisé par 2, ça dépend des commissions, parce que c'est vraiment selon chaque dossier, mais on a quasiment divisé par 2 le nombre de musées qui vient vraiment en CSR. Parce que c'est vrai que parfois, quand on se met côté musée, moi c'est aussi pour ça que ça me tenait à cœur, parce qu'avant d'être conseillère musée, j'étais aussi en musée moi-même. Et je me rappelle très bien de commissions où on fait 2 heures de route, on reste 10 minutes pour qu'on nous dise qu'on travaille très bien, que c'est parfait, qu'il n'y a pas de questions, et puis qu'on s'en aille. Donc du coup, il y a aussi que dans la charge de travail d'un musée, c'est quand même assez lourd. Donc le but, c'est que tant que ce n'est pas des journées d'études, on peut rester tout le temps, mais là c'est propre au Grand Est, hein, je sais qu'ailleurs ça se fait. Le but, c'était d'avoir du temps pour les musées quand ils viennent. Pas que pour parler de dossiers problématiques, mais oui, là, ça nous a fait gagner quasiment un dossier sur 2 parfois. Vous l'avez peut-être mis dans votre PowerPoint, mais ça m'a échappé. Je voulais savoir la part de dossiers qui étaient rejetés finalement par les commissions aussi, et les raisons majoritaire de ces rejets ou peut-être renvoi à la prochaine commission. Oui, c'est vrai que je n'ai pas précisé qu'en fait les membres de la commission donc, votent à bulletin secret, soit en donnant un avis favorable, défavorable ou report. Donc effectivement, c'est une possibilité qu'il y a. C'est quand même assez rare. Alors les avis défavorables en restauration sont vraiment très rares. Ce qui peut arriver parfois, c'est le report. Là, c'est plutôt quand... on se rend compte qu'en fait, un musée, typiquement, ça peut être lié au cahier des charges de départ. Et rester peut-être un peu dans le vague, où on sent qu'en fait, le collègue n'a pas encore une vraie bonne connaissance de la collection qui est concernée. Et on va peut-être quand même... au fil des échanges, viennent des choses, on se dit finalement, ça n'a peut-être pas été vu. Ah, et ça, est-ce que vous avez pensé à faire ci et ça? Et finalement, on se dit, bon, peut-être que c'est mieux que vous, si vous le pouvez, vous preniez le temps d'une étude préalable, et qu'ensuite, vous reveniez avec votre dossier une fois que vous aurez votre étude, parce que ça vous répondra sur les matériaux utilisés, sur peut-être des techniques, où là, pour l'instant, vous n'avez pas de visibilité. Donc c'est aussi, c'est pour éviter que parfois certains collègues se lancent dans des opérations qui, une fois que le collègue conservateur-restaurateur commence, on se dit, mince, en fait, je n'avais pas vu qu'il y avait telle difficulté, telle autre, alors que ça aurait été levé s'il y avait une étude préalable. Donc c'est plutôt dans ce cas de figure qu'il y a des reports. C'est pour donner le temps, quand le musée le peut, de faire d'abord l'étude préalable tranquillement. Mais le but, c'est vraiment pas de bloquer les dossiers. Au contraire, c'est d'être facilitateur le plus possible. Une petite question concernant justement un sujet que Élodie a abordé. Les demandes de devis ou les marchés publics s'adressent à des entreprises individuelles. Donc vous savez très bien que nous sommes payés uniquement à la tâche. Et tout le travail préparatoire, les allers-voir qui sont imposés ne sont pas rémunérés, au même titre que les devis qu'on nous demande parfois de façon très précise par rapport à certains constats qui sont à la limite de l'étude préalable. C'est-à-dire qu'on nous demande, pour pouvoir répondre à un devis, de venir. Les déplacements ne sont pas pris en charge. Parfois, c'est tellement loin qu'il faut prévoir une nuit d'hôtel sur place. Ce n'est pas remboursé. Plus le temps d'intervention sur place, où on nous demande des devis avec des constats d'état précis. Et toute la rédaction après de ces devis qui ne sont pas rémunérés non plus. Donc, est-ce qu'il ne serait pas temps maintenant, ça fait quand même des années que vous nous demandez des devis, de répondre à des marchés publics. Est-ce qu'il serait peut-être temps de payer ce temps, justement, que nous passons toutes les soirs, les week-ends, pour pouvoir répondre à ces devis au mieux et à ces marchés publics. Et de même, je rejoins Élodie par rapport au mandat. Souvent, sur les BPU, il n'y a pas de ligne pour les mandataires, alors qu'en fait, c'est un travail énorme. C'est un travail de chef de projet, et je pense que tout travail mérite salaire. Je ne sais pas s'il y a vraiment une réponse à cette question. Effectivement, dans l'absolu,
Après, mais vous répondrez mieux que moi sur la question des postes budgétaires, de ce qui est prévu. Non, moi, juste avant de revenir là-dessus, je voudrais juste faire une petite précision par rapport aux accords cadres. Et je me demande si les muséums, en tout cas les collections ou les gestionnaires de collections qui n'ont pas nécessairement l'habitude de passer énormément de marchés, devraient communiquer avec les très grosses institutions qui, elles, ont des besoins récurrents, parce qu'en fait, un accord cadre, par exemple, ça correspond à un besoin récurrent. Donc on ne peut pas faire d'accord cadre si on a... Enfin, ça ne sert à rien si on a juste un objet de temps en temps. Et que, par contre, il existe aussi des accords cadres de journées forfaitaires, et ça, pour faire de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, ça peut être utile. C'est-à-dire que là, on prend éventuellement une équipe pluridisciplinaire qui serait en mesure de traiter l'intégralité des collections, des poils aux plumes, passant par les écailles, et qui pourrait aider à la rédaction des cahiers des charges, faire un minimum de documentation. Et là, peut-être qu'il y aurait un moyen de diminuer un peu le temps de réponse apporté par les restaurateurs, parce qu'il y aurait déjà un défrichage certain qui serait... voilà. Et ça... ça a été mis en place dans certaines collectivités territoriales qui avaient plusieurs musées, ces accords cadres de journée forfaitaires. Et au début, c'était pour des petites interventions de restauration. Et en réalité, à la fin, comme on pouvait commander autant, on commande des unités de journée, et que du coup, ces missions-là, elles se sont très très rapidement étendues à la question de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et ça, à mon avis, c'est une piste quand même assez intéressante pour essayer surtout dans ces domaines qui sont quand même très spécialisés. Je pense notamment, j'ai réalisé ça moi, en croisant Marie de Beaulieu à Épinal, c'est qu'il y avait aussi des collections d'oiseaux empaillés dans des musées de beaux-arts. Donc là où il y a vraiment une certaine complexité à avoir les compétences sur l'ensemble de sa collection, c'est-à-dire depuis les stèles gallo-romaines jusqu'à l'art contemporain qui est dans le jardin, quoi. Et puis ça fait gagner du temps à tout le monde en fait de faire ça, puisque justement je pense que le conservateur-restaurateur s'appuie sur ce qui a été fait avant, donc il n'y a pas besoin de perdre de temps, parce que c'est vrai que pour vous c'est tout juste de se déplacer, faire les... En plus je suis d'accord avec vous, et c'est ce qu'on se disait parfois en commission, c'est que les notes méthodologiques proposées parfois sont déjà tellement, et les devis tellement détaillés qu'on est déjà presque... Le temps passé à ça est énorme, c'est déjà trop. Après c'est vrai que si tout le monde fait ça, il faut bien s'aligner, j'imagine, et que si on fait moins, on ne sera pas retenu. Mais en tout cas, pour vous répondre sur le fait qu'effectivement, il faudrait que ça puisse être rémunéré, on est tout à fait d'accord. En tout cas, en DRAC, nous, on n'a pas la main là-dessus. C'est plutôt aux collectivités des musées de réussir à comprendre que ça devrait être compris dans le prix de la restauration, de prendre en charge l'aller voir avant. Mais nous, par exemple, on a réussi seulement depuis l'année dernière à rémunérer les restauratrices qui sont dans notre commission. C'était bénévole avant, et c'est bénévole maintenant dans de plus en plus de régions, ça c'est rémunéré, mais ça ne l'était pas, puisque les autres membres en fait c'est considéré comme une de leurs missions, c'est un service public sur le temps de travail, c'est ça. Mais on a fini par faire comprendre que nos deux membres qui sont des indépendants, c'est pas pareil pour eux. Mais voyez le temps que ça prend, ne serait-ce que pour faire comprendre ça en DRAC. Donc voilà. Ça c'est malheureux, mais effectivement il faudrait que ça puisse être pris en charge. Et pour finir sur les financements possibles, ça c'est propre à chaque DRAC. Nous en Grand Est on essaye d'aider pas mal les restaurations, ça peut aller jusqu'à 50% du prix, parce que on considère, c'est aussi parce que ça s'inscrit dans la suite du récolement. Donc quand on voit que les musées avancent bien dans le récolement et que du coup ils peuvent mener des campagnes pluriannuelles, des choses d'ampleur aussi sur des collections qu'ils ont récollées, ça se justifie pleinement. Et en tout cas, nous, pour l'instant, on peut budgétairement parlant aider encore pas mal sur les restaurations. Mais là encore, c'est propre à chaque DRAC. Oui, c'était juste pour réagir par rapport à la rémunération des allers voir, parce que alors c'est juste à notre niveau, mais
Ça dépend de la complexité du dossier, de la distance effectivement des restaurateurs qui sont sollicités. Et, au niveau du Muséum Aquarium, quand on a eu des dossiers où on faisait venir des restaurateurs ou restauratrices d'un peu loin, ou qu'il y avait un gros lot d'objets, il nous est arrivé de rémunérer les allers-voir, ou quand c'est un dossier vraiment très complexe, quoi, voilà. Après, si c'est plus ponctuel et que les restaurateurs sont sur place, on ne rémunère pas forcément l'aller-voir. Voilà, c'était juste pour réagir par rapport à ça. Oui, bonjour, Laure Cadeau, restauratrice. Je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez par rapport à la qualité des dossiers. Merci de l'avoir constaté. On y met beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, comme mes collègues l'ont souligné. Et juste 2 petites remarques par rapport justement à ce niveau d'exigence qui, je pense, s'impose un peu des 2 bords. Alors, nous, en tant que restaurateurs, effectivement, j'ai l'impression de plus en plus dans une surenchère de portfolio, de références, de démontrer année après année qu'on fait toujours plus fort, toujours plus beau. Et puis des fois, des cahiers des charges qui nous demandent, pareil, des listes absolument incroyables de documents pour signifier qu'on est en capacité de faire un point de colle sur un objet. Je caricature bien évidemment, mais voilà, juste une petite remarque sur ce niveau d'exigence qui se constate des 2 bords. Et puis une autre chose que j'ai constatée à titre personnel, c'est que il y a un certain nombre de collectivités, je pense par exemple au Conseil général des Bouches-du-Rhône, qui tend à produire des nouveaux documents pour des accords cadres, notamment, pour, je pense, se simplifier l'analyse des dossiers, de mettre en place des cadres de réponse qui, pour le coup, sont très standardisés et permettent à chaque équipe d'être évaluée sur des critères à peu près identiques, ce qui nous simplifie les choses, parce qu'on a vraiment quelque chose de cadré pour notre réponse, avec des limites de nombre de mots, par exemple. Ne pas expliquer en plus de 5000 signes comment on fait les choses et pourquoi. Et donc ça nous impose une concision qui, je pense, est bénéfique, en tout cas en termes de gain de temps pour les réponses. Et puis aussi, voilà, la qualité que ça apporte pour l'étude des dossiers et le temps gagné aussi pour les personnes en charge de l'instruction et de la sélection des équipes. Voilà, donc je ne sais pas si c'est des choses qui sont dans vos pratiques de plus en plus mises en place, mais je m'interrogeais sur la question de la standardisation des cadres de réponse. En tout cas, on voit de plus en plus de limites. Et je pense que tu fais bien de dire que c'est aussi la responsabilité du restaurateur de ne pas céder à cette surenchère. Et comme c'est aussi de la responsabilité du conservateur de ne pas considérer que le devis avec des photos mises en page est nécessairement mieux que celui qui n'a pas mis de photos, parce que ça, c'est un énorme travail. Et que ce qui est important, c'est que des besoins aient été compris et qu'il y ait une réponse qui soit apportée aux besoins. Et c'est vrai que quelquefois, par manque de connaissances, on sent bien que cette forme peut être une espèce de gage de qualité. Et c'est peut-être ce message-là qu'il faut aussi faire passer, c'est que ce qui est important, c'est le fond. Ah pardon, Nathalie, vas-y. Sur un autre sujet, donc si tu veux répondre d'abord sur celui-là. Moi, c'était une question d'harmonisation au niveau des différentes commissions. Donc, je voudrais dire un mot donc, de postures différentes entre la commission scientifique régionale restauration Occitanie, dont je vous ai dit que je faisais partie depuis presque 20 ans, 18, et la commission Nouvelle-Aquitaine. Donc, au sujet d'un dossier présenté en commission de restauration, à la demande du DRAC en région Occitanie, alors qu'en Nouvelle-Aquitaine, c'est un dossier qui est présenté en acquisition. Et donc, il s'agit de la présentation en commission de restauration d'un dossier de taxidermie. Et en fait, un dossier de taxidermie, il s'agit d'une dépouille, donc la collègue concernée se reconnaîtra dans la salle. Et donc, une dépouille n'est pas un objet musée de France, pas encore. Et donc, la proposition qui nous a été faite en Nouvelle-Aquitaine, et moi j'ai présenté les dossiers, donc en commission d'acquisition. Donc, le conseiller musée à l'époque nous a proposé de les présenter en délégation permanente sous la forme de projet de taxidermie. Et une fois que le dossier, que le spécimen est monté, s'il est considéré comme satisfaisant, eh bien on le présente de façon finalisée en commission scientifique régionale d'acquisition. Donc ça, c'est ce que je faisais moi pour mes propres dossiers en Nouvelle-Aquitaine. Et j'ai été confrontée donc en commission restauration à Toulouse sur un dossier de taxidermie
présenté en commission de restauration. Et évidemment, je me suis opposée au dossier en accord avec la collègue concernée par ce projet. Et donc, je vous en parle parce qu'il me semble qu'une harmonisation au niveau national, ce serait quand même bénéfique. Je note. Moi, j'avais encore une petite question par rapport aux commissions. En fait, est-ce qu'il y a un suivi, une fois que le dossier a été choisi, qu'il est passé à avis favorable, sur des dossiers assez complexes, avec beaucoup de questionnements ou des choses comme ça? Est-ce qu'il y a un suivi derrière? Est-ce que parfois, vous redemandez à l'institution de revenir avec le rapport pour voir si tout a été, enfin, si bien passé, des choses comme ça? Parce que c'est vrai qu'on en discute beaucoup en amont. Des fois, des dossiers peuvent revenir avec, pas des avis défavorables, mais avec, on va dire, des questions à approfondir, etc. Est-ce que derrière, il y a un suivi? Enfin, voilà, c'était... Alors, s'il y a des questions qui ont été posées pendant la CSR, oui, on suit les réponses, forcément, parce qu'on... Enfin, en tout cas, à l'échelle du conseil musée, ensuite, on va les redonner aux membres de la commission pour que tout le monde ait toutes les réponses. Mais par contre, c'est justement un des points qui apparaissait, hein, c'est qu'il n'y a pas de suivi après. C'est-à-dire que c'est un moment ponctuel, la CSR. Et ensuite, c'est le musée qui, à nouveau, vit sa vie, gère son projet. Et en fait, en DRAC, en tout cas, on n'a pas du tout de suivi. Et c'est aussi ça qu'on aimerait pouvoir changer, c'est que... le seul suivi qu'on a, si vous voulez, c'est quand il y a des opérations pluriannuelles, où justement on voit le musée revenir chaque année avec le lot 1, puis le lot 2, le lot 3. Et même ce qui se passe parfois, c'est que quand il nous a présenté sa méthodologie une fois en CSR, en nous disant, voilà, je vais avoir 40 lots sur les 6 années qui viennent, ensuite les lots, on les voit seulement en délégation permanente. Quand la méthode n'a pas du tout changé, que ce sont les mêmes intervenants, le même type d'objet, on ne les revoit pas tous en CSR. Donc ça peut être le type de suivi qu'on a, mais non, effectivement, sinon après, on n'a jamais les rapports de restauration. Et c'est aussi pour ça qu'on avait envie de mettre en place, on ne sait pas encore sous quelle forme, est-ce que ça va être une journée ou 2 dans l'année, où on peut proposer à certains musées de revenir pour nous parler à tous en fait de ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire, il y a 2 ans, vous êtes venus avec ce projet qui concernait toute votre collection en fluide. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait? Et partager ça avec tous les autres musées. Parce que pour le coup, ça serait vraiment le plus intéressant, plutôt que de... La CSR, ça nous donne une vue sur ce qui se fait dans la région à un moment donné, et on peut avoir du recul, du coup, petit à petit, sur plusieurs années. Mais effectivement, on a rarement la suite, sauf quand nous, on se déplace en tant que conseiller et qu'on voit, tiens, ça, c'est ce qui était passé il y a 2 ans CSR, je reconnais le dromadaire. Mais voilà. Sur certains dossiers, je pense qu'il est arrivé à des commissions de proposer qu'un comité scientifique soit mis en place pour suivre une restauration un petit peu complexe et la partager, en fait. Bonjour, alors c'est pas une question, je suis Juliette Galpin, je suis la conservatrice en charge du muséum de Troyes. Et donc du coup c'était juste pour faire un retour sur la méthodologie qui a été présentée en Grand Est. Et en effet, vu d'un musée, c'est très agréable et je vous remercie beaucoup. Alors mon conseiller musée n'est pas là puisque c'est Patrick Luchanu qui est en charge des musées de la Champagne-Ardenne, ex-Champagne-Ardenne. Mais je voulais vous remercier parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de le faire et d'en profiter parce que j'ai vécu d'autres CSR dans d'autres régions et en Grand Est c'est vraiment agréable, ça marche bien et on est davantage justement dans un échange, quelque chose de bienveillant qui nous accompagne et on n'a plus l'impression d'aller passer un grand oral quand on présente des dossiers. Et je pense que c'est juste à souligner parce que c'est vraiment appréciable. Et cet échange et ces discours sont vraiment, vraiment très appréciés dans l'ensemble de la collectivité des musées. Et avec les collègues, on en parle souvent. Donc merci beaucoup d'être à l'écoute. Et justement, ce pré-examen des dossiers qu'on a vécu, puisque c'était moi pas comme ça quand je suis arrivée, en tout cas, fonctionne très bien. C'est vraiment agréable aussi de se dire que notre dossier, soit il passe bien parce qu'il n'y a pas forcément de questions, il est plutôt bien monté, le dossier est bien fait, ou en tout cas la méthodologie est connue et classique, et du coup c'est appréciable pour nous de savoir qu'on a ces échanges et ce retour, et de voir que vous êtes à l'écoute aussi de comment
en tant que musée, on peut essayer d'améliorer aussi ça. Et, donc voilà, je voulais juste faire un retour pour dire que merci beaucoup, ça marche bien en Grand Est, et c'est bien de le dire, et c'est vraiment très appréciable. Merci beaucoup. Il nous reste 2 minutes, s'il y a une dernière question. Alors, peut-être pour conclure et peut-être pour enfoncer le clou, on est d'accord qu'un musée qui peut avoir un projet de restauration un peu particulier, un peu atypique, peut saisir le C2RMF pour un accompagnement préalable, voilà, pour un échange, pour... Au même titre que des tas d'autres professionnels qui sont dans cette pièce, mais tout à fait, tant le département de la conservation préventive que le département de la restauration peut venir en appui de la rédaction d'un cahier des charges. Voilà, alors moi je suis un tout petit peu encore nouvelle au C2RMF, donc du coup, voilà, pour ce qui est de partager d'autres ressources, il faut que je me renseigne, mais il y a effectivement ce cahier des charges sur lequel vous... Enfin, ce Vademecum sur lequel oui, vous travaillez, puis il y a eu aussi le PSBC aussi qui vient de faire l'objet d'une publication. Merci Dominique. Pas d'autres questions, c'est bon ? Eh ben, merci à tous, merci aux intervenants, et puis on se retrouve à 15h30 pour 5 cas pratiques proposés par des collègues. Merci.